Le film commence avec un match de cricket à la télé. Un célèbre joueur pakistanais est en train de frapper. Une femme enceinte regarde le match et une autre lui demande comment elle va appeler son bébé. Elle répond qu'elle l'appellera comme le joueur. Et si c'est une fille? Elle dit qu'elle l'appellera Sarah, du coup. 6 ans plus tard. On retrouve Sarah dans un train qui va de Lahore à Delhi. Petit détail important à retenir dès maintenant, Sarah parle pas. Elle a jamais parlé de sa vie. Avant tout ça, elle aidait son père Rachid avec ses moutons, et un jour, il lui demande de rentrer à la maison. Sur le chemin du retour, elle a un accident, elle tombe d'une falaise. Quand Rachid rentre chez lui, sa femme lui demande où est Sarah. Rachid et tout le village partent à sa recherche. Heureusement, 2 hommes finissent par la retrouver. En fait, elle n'est pas tombée de la falaise, elle s'est juste coincée dans un arbre, mais comme elle peut pas parler, elle pouvait pas appeler à l'aide. Le doyen du village conseille à la famille d'emmener Sarah au sanctuaire de Delhi, un lieu connu pour redonner la voix aux gens muets. Il raconte même sa propre histoire. Lui aussi, il n'a pas parlé jusqu'à l'âge de 5 ans, jusqu'à ce que sa famille l'emmène là-bas. Rachid explique que Delhi, c'est en Inde, et comme il était dans l'armée, il pourra jamais obtenir de visa. Alors c'est la mère de Sarah qui prend les choses en main, elle veut tellement que sa fille retrouve la parole. Rachid vend ses moutons pour financer le voyage. Sarah et sa mère partent donc pour l'Inde en train, depuis la frontière de Wagah. Elles vont jusqu'au sanctuaire, elles y font leur prière. Sur le chemin du retour, le train s'arrête, la voie est en travaux. Un soldat leur dit de se détendre, que ça va vite reprendre. Tout le monde s'endort. Sauf que Sarah, elle, se met à explorer le train toute seule. Elle voit une chèvre pas loin, descend jouer avec elle et pendant ce temps, le train redémarre, et elle se retrouve abandonnée sur le quai. Un autre train arrive, elle monte dedans. Sa mère panique, la cherche partout, mais elle est déjà loin. Le train file droit vers le Pakistan. Les parents de Sarah finissent par déposer une plainte à la police. Sarah se réveille en plein milieu d'un grand événement. Et c'est là qu'on rencontre notre héros, Adrien, en train de danser sur scène devant tout le monde. Après l'événement, il prend son petit déjeuner, et Sarah, affamée, le regarde manger. Il lui commande à manger, lui demande son nom mais bien sûr, elle peut rien répondre. Il finit par partir en lui disant de bien manger. Sauf que Sarah continue de le suivre partout. Adrien, complètement perdu, lui propose de l'argent, qu'elle refuse. Il l'emmène dans un temple, lui achète même un collier religieux. Il lui dit de rester là jusqu'à ce que ses parents viennent la chercher. Mais elle continue de le coller. Il l'emmène au commissariat pour la laisser là-bas, mais le policier lui dit que c'est pas possible. Alors Adrien décide de l'emmener avec lui, ils partent en bus ensemble. Il essaie de deviner d'où elle vient. Il lui dit, je vais citer des villes, et si tu reconnais la tienne, tu lèves la main. Il en cite plein, mais rien. Les autres passagers du bus se mettent même à participer, sans succès non plus. Adrien, de bonne humeur, commence à discuter avec tout le monde autour de lui, raconte son histoire. Il explique que tout le monde l'appelle Bajrangi, plutôt que son vrai prénom. Il dit à Sarah que si un jour elle se met à parler, elle pourra l'appeler tonton. Son père, à lui, était facteur, et Adrien avoue qu'il n'était pas franchement un élève brillant, il lui a fallu 20 ans juste pour finir le collège, et il a raté 10 fois de suite entre le collège et l'université. Un ami lui avait conseillé de tricher, mais Adrien est quelqu'un d'honnête. Il préférait échouer plutôt que de tricher. À sa 11e tentative, il a enfin réussi. C'est là qu'il a appris la mort de son père. Il part alors pour Delhi, pour retrouver Bernard, un vieil ami de son père, histoire de respecter sa dernière volonté. Dans le bus, le contrôleur a pas de monnaie. Il donne un billet à Adrien, en lui demandant de donner une partie à Camille, une passagère. Adrien garde pas l'argent de Camille, mais laisse pas non plus le sien. Résultat, un échange complètement gênant entre eux deux, et Camille finit par s'éloigner de lui, agacée. Petite scène banale sur le coup, mais retenez son nom, elle va peser beaucoup plus lourd dans la suite de l'histoire. Adrien arrive ensuite chez Bernard, qui s'avère être un expert et professeur de kabaddi. Et là, surprise, Camille, c'est justement la fille de Bernard. Elle crie sur Adrien, persuadée qu'il l'a suivi exprès. Il manque de se faire jeter de la maison, mais réussit à se présenter correctement. Plus tard, pendant le repas, Adrien sent une odeur de viande. Comme sa famille est hindoue et strictement végétarienne, il s'interroge et découvre que ce sont les voisins musulmans qui cuisinent. Bernard, lui, est complètement contre l'idée de cuisiner de la viande chez lui. Adrien explique qu'il est venu à Delhi pour chercher du travail. On apprend aussi que Camille est enseignante. Plus tard, sur la terrasse, Adrien discute avec elle et lui rend son argent. Elle l'aide même à trouver un travail. Les deux se rapprochent petit à petit. Adrien s'intègre bien dans la famille aussi. Camille commence clairement à craquer pour lui. Quand des prétendants viennent la voir pour un mariage arrangé, elle demande à Adrien de lui tenir la main devant tout le monde, et annonce à son père qu'elle aime Adrien et veut l'épouser, lui. Bernard renvoie les invités, furieux, qui repartent en colère.
Bernard pose alors ses conditions à Adrien, il doit d'abord gagner de l'argent et acheter une maison dans les 6 mois, pour prouver qu'il est digne de Camille. Sinon, Bernard lui trouvera quelqu'un d'autre. Camille est ravie d'avoir enfin l'approbation de son père, elle le serre dans ses bras. Les passagers du bus, à qui Adrien racontait tout ça depuis le début, sont ravis pour lui, ils le félicitent. Il leur promet qu'en 2 mois, il aura assez d'argent pour la maison. Une fois sorti du bus, il ramène Sarah chez Bernard. Celui-ci se méfie, demande d'où elle vient exactement, et combien de temps elle va rester. Adrien répond, jusqu'à ce qu'il retrouve ses parents. Bernard lui conseille de penser d'abord à sa propre vie, d'acheter sa maison avant de s'occuper des autres. Comme Sarah parle pas et qu'Adrien connaît pas son vrai prénom, il l'appelle Mina. Camille et Adrien lui achètent des vêtements ensemble. Camille demande, et si on retrouve jamais ses parents? Et si c'est une orpheline? À la maison, Mina en a marre de manger que des lentilles et des légumes. Elle sent une odeur de poulet chez les voisins et y va directement. Toute la famille la cherche partout, jusqu'à ce qu'Adrien la retrouve en train de manger du poulet chez les voisins. Il l'emmène alors carrément dans un vrai restaurant qui sert de la viande, un vrai sacrifice pour lui, vu ses convictions, mais il le fait quand même pour elle. Mina veut acheter des bracelets, mais Adrien refuse. Puis elle repère une mosquée et y entre directement. Adrien la suit, mais hésite longuement avant d'entrer lui-même. Il finit par se décider, entre pour la retrouver et la trouve en train de prier. C'est là qu'il comprend, Mina est musulmane. Ce moment-là change littéralement tout pour la suite du film. Adrien panique un peu, il a peur de ce que dira Bernard s'il l'apprend. Mais Camille lui dit de rester concentré sur sa mission, de tenir sa promesse. Il retrouve Mina, qui court se jeter dans les bras d'Adrien. Son cœur fond littéralement. Un match Pakistan contre Inde est diffusé à la télé, et toute la famille de Bernard regarde ça ensemble. Adrien a peur que Bernard les mette dehors, lui et Mina, s'il découvre qu'elle est musulmane. Camille lui conseille de cacher la vérité, pour l'instant. Quand le Pakistan gagne le match, tout le monde est déçu, sauf Mina, qui célèbre en cachette, et embrasse même le drapeau pakistanais. Adrien lui demande si elle vient du Pakistan. Elle répond oui. Le visage d'Adrien devient blanc comme un linge. Bernard, furieux, exige qu'Adrien emmène Mina à l'ambassade du Pakistan pour la renvoyer chez elle. Sauf que l'ambassade peut rien faire sans passeport. Adrien fait une scène là-bas, se fait mettre à la porte. Une manifestation violente éclate même devant l'ambassade, qui finit par fermer complètement. Bernard parle à Adrien d'un agent de voyage capable d'envoyer de l'argent au Pakistan. Cet homme refuse de faire un faux passeport, mais propose une autre solution, illégale, pour faire passer Mina de l'autre côté de la frontière contre de l'argent. Il demande 150 000 roupies. Adrien accepte, donne toutes ses économies, même celles prévues pour sa maison, et confie l'argent à cet agent. L'homme prend l'argent, prend Mina, et fait ses adieux à Adrien. Mais comme Adrien voulait lui offrir des bracelets en cadeau d'au revoir, il les suit discrètement. Et là, horreur, au lieu de l'emmener où il avait promis, l'homme conduit Mina directement dans un bordel, pour la vendre à la tenancière. Adrien débarque en pleine négociation. Mina court se jeter dans ses bras. Fou de rage devant ce qu'il vient de comprendre, Adrien tabasse tous les hommes présents, démolit littéralement l'endroit, et repart avec Mina. De retour à la maison, Adrien prend une décision radicale, il va emmener Mina au Pakistan lui-même. Il a ni passeport ni visa, mais rien pourra l'arrêter. Là, on sent que le film change carrément de rythme, fini la comédie tranquille, place à la vraie aventure. Il rencontre un groupe de gens qui traversent illégalement la frontière, et il l'aide. Il passe par un tunnel sous des barbelés, direction le Pakistan. L'armée patrouille toutes les 10 minutes dans cette zone, ils ont donc exactement 10 minutes pour traverser. Une fois de l'autre côté, les autres membres du groupe s'en vont, lui conseillant de faire pareil. Mais Adrien, lui, refuse de continuer en cachette, il veut demander l'autorisation à l'armée directement. Un choix presque absurde, complètement à contre-courant, mais qui en dit long sur le personnage. Il attend les militaires, se présente à eux et leur montre même où se trouve le tunnel qu'il vient d'utiliser. Ils lui disent de rentrer chez lui, mais il refuse d'écouter. Touché par son honnêteté et sa détermination totale, le capitaine finit par le laisser passer. Adrien entre au Pakistan, prend son petit déjeuner, se retrouve en conflit avec un policier local, et finit par se faire arrêter. Pendant ce temps, un journaliste, Karim, essaie tant bien que mal de filmer un reportage, constamment interrompu par des passants, ça l'énerve sérieusement. Il apprend qu'un espion indien vient d'être arrêté, et fonce au commissariat pour interviewer Adrien. Il filme la scène, contacte plein de chaînes mais personne le croit. Au commissariat, Mina reconnaît sa propre maison sur un calendrier accroché au mur. À partir de là, le policier se montre carrément brutal avec elle. Adrien s'énerve, tabasse le policier, et s'échappe du commissariat. Karim le suit. Tous les deux montent dans un bus. Karim appelle la police pour leur donner leur position, mais finit par écouter l'histoire d'Adrien racontée au chauffeur, et décide finalement de l'aider plutôt que de le trahir. Retournement sympathique, celui-là, le type censé le dénoncer devient son premier vrai allié.
La police les rattrape, mais les passagers du bus et Karim aident Adrien et Mina à s'échapper. Ils se réfugient dans une mosquée. Quand Adrien s'en rend compte, il ressort aussitôt, il reste planté dehors. L'imam lui demande pourquoi il reste là. Adrien répond qu'il n'est pas musulman. L'imam lui répond simplement que la mosquée est ouverte à tout le monde, c'est pour ça qu'il la ferme jamais à clé. Adrien lui raconte toute son histoire. L'imam montre la photo de Mina aux élèves de l'école coranique, et grâce à eux, ils finissent par localiser sa maison. De leur côté, la police retrouve le collègue de Karim, le poursuit et l'attrape. La police vient chercher Adrien à la mosquée, mais l'imam s'interpose et les protège. Il aide même Adrien et Karim à s'échapper déguisés en burqa, en les faisant passer pour ses propres épouses. Pendant ce temps, Bernard découvre qu'Adrien est parti au Pakistan. Il est furieux que Camille se soit disputée avec lui à cause de cette histoire, et lui reproche tout ce qui se passe. L'imam continue de les aider à échapper à la police, et prie pour qu'ils retrouvent enfin les parents de Mina. Ils mangent dans un petit restaurant, réussissent à convaincre un homme d'âge mûr de les prendre en stop. Malchance, c'est en fait un policier, qui les emmène direct au commissariat. Heureusement, il découvre rien, et demande à un collègue de les déposer. Pendant ce temps, la police interroge le collègue de Karim, le force à rappeler Karim encore et encore pour le piéger. Karim et Adrien continuent d'avancer, évitant la police tant bien que mal, jusqu'à un sanctuaire. Ils y prient, et Karim filme quelques images d'Adrien, essaie encore une fois de contacter des chaînes de télé. Personne veut l'aider, alors il se tourne vers les réseaux sociaux, poste tout sur YouTube. Et là, la vidéo explose, devient virale. Les gens la regardent en masse, mais la police aussi tombe dessus, et retrouve leur position exacte grâce à ça. Au sanctuaire, avec l'aide d'un chauffeur de bus, Karim et Adrien essaient de localiser la vraie maison de Mina. Après plusieurs essais, le chauffeur trouve enfin le bon endroit, et Mina confirme d'un signe. Il monte dans le bus pour l'y emmener. Pendant ce trajet, la nouvelle vidéo de Karim continue d'attirer l'attention de la police, qui suit leurs traces de près. Sur la route, la police fouille systématiquement tous les bus. Quand celui de Karim et Adrien se fait contrôler, Adrien fait diversion pendant que Karim emmène discrètement Mina jusqu'à chez elle. Adrien, lui, se met à courir pour échapper à la police, mais il finit par se faire tirer dessus et arrêter. Le sacrifice arrive pile au moment où on s'y attend le moins. Pendant ce temps, Karim réussit à ramener Mina chez elle, et elle retrouve enfin son père et sa mère. Karim, de son côté, publie une nouvelle vidéo racontant tout ce qu'Adrien a risqué pour ramener Mina à sa famille. Tout le monde adore cette vidéo, une vague de sympathie énorme se soulève pour Adrien. Les gens commencent à se mobiliser pour lui. Pendant ce temps, la police continue d'interroger Adrien. Les manifestations se multiplient, réclamant sa libération auprès du gouvernement. Après une pression populaire énorme, le gouvernement finit par céder et décide de libérer Adrien. Il est relâché, autorisé à traverser la frontière. Des milliers de gens, des deux côtés, viennent assister à ce moment. Adrien traverse la frontière vers l'Inde, retrouve enfin Camille. Et au moment où il passe, Mina le voit, court vers lui en l'appelant, et c'est là, pour la toute première fois de sa vie, qu'elle parle enfin. Toute la foule se met à scander son nom. Ce qui rend Bajrangi Bhaijane aussi marquant, c'est cette idée toute simple qu'il pousse jusqu'au bout. La bonté humaine se fiche complètement des frontières qu'on lui invente. Adrien risque littéralement sa vie, sa liberté, tout son argent, pour une gamine qui appartient officiellement à un pays considéré comme ennemi du sien, et jamais, à aucun moment, il se pose la question de savoir si elle mérite son aide selon sa religion ou sa nationalité. C'est justement ça qui rend le film aussi puissant dans les deux pays à sa sortie. Il montre des Pakistanais et des Indiens ordinaires, capables d'empathie l'un envers l'autre, à un moment où la tension entre les deux nations reste énorme. Le vrai message, c'est pas juste l'amour peut tout surmonter de façon vague, c'est plutôt cette idée précise que la bureaucratie, la peur de l'autre, et les vieilles rancunes entre pays s'effondrent instantanément face à quelqu'un d'assez honnête et déterminé pour refuser de voir un ennemi là où il y a juste une enfant perdue, loin de chez elle.